Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous en Terre SAP. Dans cette heure, je vais être accompagné de Ahmed Ait Zaïd. Je prononce bien? Oui, c'est bon. Ahmed Aïd Zaïd, bonjour. Comme tu es presque de la famille avec, je pense, avec Drift, je suppose. Ah, c'est mon petit frère. Donc, je fais toute la famille Ait Zaïd. Il Donc, en reste deux encore, ils sont sur SAP également. bah, peut-être, voilà, il y avait encore deux à venir. Bon, bah voilà, c'est bien de faire en famille. Après, je ne sais pas si tes enfants seront aussi consultants. Ma fille ne le sera pas, elle, SAP, c'est sûr. Euh, alors, le principe, hein, c'est que c'est à la fois te faire découvrir, découvrir aussi ce que tu fais, donner des vocations, donner aussi des conseils. Hein. On était en train, en préambule, de parler du métier de freelance, à la fois ceux qui sont déjà en CDI et qui pourraient être amenés à se poser la question pourquoi pas le freelance, Ouais. euh, et aussi se poser là aussi la question à tout simplement, on a beaucoup de consultants dits juniors ou débutants Mhm. qui peuvent se poser la question de se dire de toute façon on ne me donne pas les clés, on ne me donne pas de possibilité de rentrer dans une ESN. Est-ce que de passer freelance, c'est une option? Est-ce que j'aurai des opportunités? Voilà, c'est D'accord. les différents sujets qu'on peut amener et tous ceux que tu as envie d'évoquer, Ahmed. Ok, bah c'est super. Bah, je te laisse te présenter déjà pour que la Ok. communauté te connaisse. Alors, avant de me présenter, je voulais te remercier parce que je crois que tu es l'un des seuls à faire un live sur SAP. Donc, ça, je pense que ça aide beaucoup la communauté. Je voulais le dire publiquement, que j'étais vraiment impressionné par tous les posts que tu faisais. Je te suis à peu près depuis un mois. On a dû se rencontrer peut-être quand tu étais chez Codilog, mais je ne te connaissais pas avant et c'est vraiment intéressant. Ce qui m'a plu aussi, c'est que je pense que tu es une source d'inspiration pour les gens qui débutent. Et ça, c'est intéressant. Le management par l'exemple, je pense que c'est un truc qui est important. Montrer un peu la voie aux plus jeunes, c'est quelque chose qui me touche. Voilà. Ouais, alors ce qui est important, et je pense que tu auras le même parcours, de dire à la fois aux gens qui débutent sur SAP ou qui sont aujourd'hui soit dans une zone de confort ou qui sont en CDI ou qui sont freelance. On a tous commencé avec des parcours soit académiques ou sans diplôme Mm. et on a tous connu les moments de galère parce que c'est aussi ces moments-là aussi. Hein, ça sera bien aussi de nous dire bah, dans ta vie de consultant, est-ce que tout a été rose ou tu as vraiment connu des moments où il fallait te remettre en question? L'intercontrat, on l'a évoqué. C'est aussi Ouais. ces choses-là. Hein, il faut aussi parler des éléments. Ah, thank you, Wouter. Ça So commence à in arriver. French. Je, Wouter, you je vais te speak French? je vais te décrire mon parcours si tu veux. Ouais. Alors, bon, On il est a, un peu long, donc je vais essayer de raccourcir, d'accord? on a Wouter qui se Euh, joint. Thank you donc, so much, Wouter. Vas-y, Ahmed. donc, je suis Ahmed El Zaïd, j'ai 50 ans, je vis en région parisienne, je suis marié, un enfant. Alors, je me présente toujours comme ça en premier et le professionnel après. J'ai 27 ans d'expérience professionnelle, 25 ans sur SAP. Donc j'ai commencé comme beaucoup de gens alors à l'époque ça s'appelait les SS2I, maintenant ça s'appelle l'ESN je crois. Une grande ESN qui existe toujours en juin 98. Au départ j'étais sur de la techno, pas SAP, j'étais sur de la techno Oracle. Donc j'étais expert Oracle, commencé en ingénieur développement, puis ensuite chef de projet, puis manager. Et j'ai participé à un énorme projet en région parisienne. C'était un gros entrepôt de 50 000 mètres carrés. Je crois que c'était parmi les premiers en France à faire de la radiofréquence, parmi les premiers à faire des machines de tri. Donc ça m'a appris énormément de choses. Après, j'ai vu que c'était intéressant de basculer sur SAP et donc là, j'ai fait comme beaucoup de gens cherchent à faire maintenant, hein, beaucoup de gens qui te suivent, hein, Michael, c'est-à-dire essayer de basculer sur SAP. Donc, dans la société où j'étais, bah, il y avait pas mal de ressources, donc j'ai dû chercher par moi-même parce qu'on m'a pas forcément aidé, on m'a même découragé d'aller sur SAP. Hein.
parce que bon, les gens de ma BU n'étaient pas sur SAP, donc ils voulaient que je continue à travailler avec eux. Donc j'ai fini par basculer sur SAP, et comme je voyais qu'il n'y avait pas suffisamment de débouchés dans le SN où j'étais, je suis parti ailleurs, donc dans une société utilisatrice qui était sur SAP Retail. À l'époque, c'était du 4.6C, donc ça date un peu. Oui, Hein. je pense que par rapport à notre âge respectif, on a tous les deux commencé sur du R3. Ouais, c'était du Voilà, R3. oui, 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 oui. Il y a eu avant ECC, il y a eu R3. Alors, c'était une boîte de retail, l'une des premières d'ailleurs qui a mis en place le retail en France, hein, où j'étais donc manager responsable de quatre équipes, hein, une équipe architecture et méthode, une équipe BW, une équipe développement ABAP et puis une équipe développement autre système. Donc, j'y ai passé un an et demi. Et à l'issue de ça, la boîte qui avait des difficultés a mis en place un PSE. Et le PSE était très avantageux. Je voyais que c'était l'aspect un peu politique des sociétés utilisatrices, n'était pas vraiment fait pour moi. C'est là que j'ai profité pour basculer en tant que freelance. Donc pour basculer, ce qui était pas mal hein, sur le PSE, ce qui était plutôt sympa au niveau du PSE, c'est qu'on était accompagné par des consultants qui étaient spécialisés dans le passage au freelance. Donc j'ai eu pas mal d'aide justement pour basculer. J'ai basculé en 2006. J'ai fait énormément de missions. Euh, j'ai- oui. Ce passage de freelance, c'était quelque chose de. Alors, pour aussi avec les autres en conscience, c'est quelque chose que tu as réfléchi ou c'était sur de l'impulsion de se dire, allez, je fonce, c'est une opportunité. Est-ce que tu conseilles aux gens de se dire, bon, bah, si je veux passer freelance, c'est aujourd'hui, et c'est peut-être différent il y a 27 ans, c'est de se dire, est-ce que c'est facile, pas facile, là, cette prise de décision? Tu as dit, tu parles de ta famille en premier. Est-ce que c'est quelque chose qui est compatible familialement, le freelance? Pas toujours au départ, en effet. En fait, j'ai marché par opportunité. Au départ, donc, j'ai intégré une société de service où j'étais sur une techno. J'ai vu que c'était SAP qui fonctionnait le mieux, donc j'ai basculé sur SAP. Et quand j'ai décidé d'aller freelance, de passer freelance, j'avais déjà un très bon niveau sur la partie métier de gestion d'entrepôt, euh, un niveau qui me permettait de discuter avec des responsables d'entrepôt, des gestionnaires de stock, de les challenger. Et j'avais également un bon niveau technique sur SAP. Je me suis formé sur toute la partie MM, la partie WM, je connaissais déjà, mais je me suis formé aussi dessus de façon académique pour solidifier. Donc, quand j'ai commencé en 2006, j'avais déjà un gros bagage. Ouais. Mais malgré ça, j'ai commencé quand même sur quelque chose qui correspondait à ma zone de confort. Donc, c'était de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire que je suis pas rentré je suis pas rentré directement les mains dans le cambouis à travailler sur les systèmes, etc. J'ai travaillé surtout sur de l'assistance à maîtrise d'ouvrage où je faisais l'interface entre les équipes métiers, et principalement les directeurs supply chain, les directeurs d'usine, et les gens, les équipes SAP. Donc on a fait une dizaine de pays comme ça où on prêchait la bonne parole sur la radiofréquence, la traçabilité, etc. Donc j'étais totalement dans ma zone de confort et c'est ce qui m'a permis ensuite de progresser petit à petit. D'accord. Donc là, tu évoques, en gros, au départ, quand même, un bon background Mm. qui te permet d'être dans une zone de confort. Oui. Et l'autre point, c'est que tu as évoqué, c'est la formation. Alors, souvent se disent, mais tu t'es formé, toi, comment? Est-ce que, alors, je peux te. Voilà, de toute façon, je te tutoie. On va dire à l'époque, on va passer pour des vieux cons. Euh, on n'avait pas le learningsap.com, on n'avait pas le learning hub. Au mieux, on avait sapl.com. Alors, moi j'avais la chance d'être dans une ESN qui était partenaire SAP, Mhm. donc j'avais accès au PDF. À l'époque, c'était sur du WM parce que c'était ce que je connaissais.
Donc, supports de j'avais cours. téléchargé les formations WM et je m'étais arrangé, alors je n'avais pas le droit, mais je m'étais arrangé pour avoir une base IDES. Et donc, j'ai déroulé les cours de formation tout seul. À un moment, je bloquais un peu. Donc, je suis allé voir d'autres consultants. Et il y avait justement une consultante qui était partie depuis, elle a arrêté SAP, elle est passée carrément à autre chose, qui faisait une formation sur SAP. Je lui ai dit, bah écoute, je vais la rédiger ta formation. Et donc, je l'ai travaillé, je l'ai aidé. Alors, elle m'a corrigé sur beaucoup de choses, mais je lui ai fait une formation complète sur WM que j'ai toujours d'ailleurs. J'ai utilisé, j'utilise toujours quand je fais des formations WM, ce qui est plus trop le cas maintenant, mais Oui, voilà. alors c'est souvent par rapport au poste qu'on peut faire, hein, c'est le monde entre le CC qui est toujours présent Mm. et le monde futur qui se joue maintenant sur Extended WM, hein, enfin, Warehouse Ouais. Management. Qui là aussi, fondamentalement, il y a quand même des grandes différences entre un WM et IWM. Donc c'est vrai que je l'évoque, hein, moi, au travers de ça, c'est toujours les consultants SAP, c'est des mécaniciens thermiques, c'est-à-dire qu'ils sont comme sur un moteur thermique. Demain, tu amènes ta voiture thermique, hein, le CC, il sait le réparer, tu emmènes ta voiture, ta Tesla, chez un garagiste thermique, il va te regarder, il va dire, moi, je ne sais pas faire. Moi, je pense que SAP, c'est la même chose. Il va savoir faire tout ce qui va être la carrosserie, les pare-brises, ce qu'il veut. Par contre, quand Mm. il va ouvrir le moteur, il ne va pas savoir faire. C'est sûr. On Ouais. a évoqué aussi le fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, toi, tu ne regrettes pas du tout ce choix-là d'être en freelance. Pour rien au monde, tu reviendrais sur un CDI. Moi, je connais un peu l'histoire Non. de Wouter, hein, tu l'évoques. Hein, il a Ouais. été freelance dans une période qui était super compliquée. Mm. Et tu l'as évoqué, hein, l'intercontrat, si tu n'as pas de mission pendant des mois, tu n'as pas de ressources, hein, pas le droit au chômage, pas l'assurance Alors, vie. alors, en effet, ça c'était un point que j'abordais un peu dans les articles que j'envoie sur LinkedIn. On me pose souvent la question que ce qui fait la différence entre un consultant SAP et un freelance. D'accord. Moi, je considère que pour être un freelance SAP, il faut avoir une expertise. Alors, pas forcément technique, ça peut être métier, ça peut être plusieurs, mais c'est compliqué d'être freelance sans avoir une expertise et, si possible, une expertise nichée, d'ailleurs une spécialisation. Par contre, on peut trouver des experts, tu en es un, en salarié. Moi, je pense que ce qui fait la différence, c'est cet esprit un peu entrepreneurial que je retrouve un peu moins souvent chez les salariés qui ont peut-être ça en eux, mais je retrouve un peu moins souvent. Et aussi, cette, euh, cette, euh, en fait, on n'a pas. Moi, j'aime par exemple l'aspect un peu précarité. C'est un peu compliqué à expliquer, mais le fait de passer d'un client à l'autre, j'ai dû en faire, je sais pas, entre 50 et 100 différents clients parce que j'ai pas fait j'ai fait des longues missions. La plus longue, c'était 8 ans. J'ai fait des missions de 2 jours. J'en ai fait plein également. Mais ce qui me plaisait, je passais en fait d'une mission à l'autre et je savais que de toute façon, le client pouvait me dire On arrête. bah, tu pars demain, quoi. Et ça me dérangeait pas parce que, en fait, ce qui m'intéressait, c'était de découvrir des nouvelles choses. C'était cet aspect découvert et avec l'envie d'entreprendre, en fait. Ouais. Donc, Le freelance je en pense que c'est Europe, la, c'est le ouais, contrat américain, c'est le deal. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on peut te dire ouais. on n'a plus besoin de toi. Mais j'ai une théorie sur ça. Je pense, j'ai lu pas mal de bouquins sur le sujet. Hum. Je pense que on arrive à une économie qui va être de plus en plus se tendre vers du freelance. Pourquoi? Parce que bon, il faut savoir que le salariat, c'est quelque chose qui a débuté au 19e siècle. Pourquoi? Parce que bah, auparavant, les gens travaillaient, ils avaient leurs outils, leurs propres outils pour travailler, d'accord? Et ils faisaient eux-mêmes, ils labouraient leurs champs, ou alors ils faisaient de l'artisanat, ils faisaient eux-mêmes leur artisanat. Avec la révolution industrielle, on a eu une concentration de la machine productive et c'est là qu'a été créé le salariat
avec l'avènement de Marx, etc., la lutte des classes, etc. Maintenant, on est sur une nouvelle révolution. On a eu la digitalisation, on arrive à l'IA, et on est sur un mode où on est beaucoup plus transactionnel. Tu le vois par exemple avec le principe des Uber, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir son salarié sous la main pour effectuer une opération. On Ouais. peut par exemple se louer, enfin louer entre guillemets, Ouais, mais louer les services d'un salarié sur une courte période et mutualiser avec d'autres sociétés. Et c'est pour ça que je pense qu'à terme, on aura des personnes, des managers sur des sociétés, on aura des gens qui ne peuvent pas se placer en tant que freelance, soit parce qu'ils n'ont pas l'expertise, soit parce que bon, ce qu'ils font n'est pas vraiment productif, et on aura des gens qui passeront en freelance. Je pense que c'est le sens de l'histoire. bah, je pense que on va enfin, l'état d'esprit doit déjà un peu changer. En France, on est très attaché au salariat. Mm. Et viendra peut-être le temps avec l'intelligence artificielle, sur le même principe qu'Uber. Un client en mettra ses paramètres dans son téléphone et il te dira, voilà, dans la zone de chalandise, si on prend des termes retailer, peux-tu me proposer, tiens, j'ai 5 consultants qui sont disponibles avec le TJM temps que tu peux louer pour une période de 3 mois, pour un projet, pour une TMA, pour remplacer une personne. Et ça sera de cette façon-là, ça sera que des deals. Et on peut même pousser le vice jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille à la journée. Mais peut-être que demain, on travaillera comme pour le ticketing. Est-ce que tu as besoin d'avoir un consultant à la journée? Est-ce que tu pourrais très bien, bien sûr, versus un TJM plus important, te dire, bah, fournir une prestation d'1 heure, de 2 heures, avec un gros TJM, parce que d'un autre côté, tu as besoin d'un point d'expertise super important sur un élément. Donc, Mm. l'avènement du cloud, de toutes les applications avec du Joule embarqué, bah, certains clients ont juste besoin d'avoir, de se dire, bah, tiens, je ne comprends pas comment fonctionne le cloud, comment fonctionne Joule. Voilà, j'ai besoin d'1 heure, je suis prêt à payer 200, 300 euros de l'heure, mais au moins, c'est un service Mm. qui est fait Alors, pour you. Et là, pour consultant. donc moi, c'est ce que j'essaie de faire un peu sur LinkedIn. Donc, en fait, pour expliquer un peu ma démarche, j'essaie d'un peu éveiller un peu les consciences par rapport à ça, hein, par rapport à la nécessité pour les consultants de se former et d'apprendre à sortir de leur zone de confort. Ça, c'est quelque chose qui est important. Et je ne parle pas juste pour les juniors. Les juniors, c'est évident, mais même pour un expert, je pense qu'il a tort. Un expert a besoin de se spécialiser, mais en même temps, il a besoin d'avoir une vue d'ensemble générale de façon à sentir où va le vent. On le voit en fait dans mes expériences, c'est ce que j'ai fait tout le temps. C'est-à-dire que j'avais un très bon niveau sur Oracle, je faisais de l'optimisation sur base de données, etc. J'ai vu qu'il fallait aller sur SAP, je suis passé sur SAP. Ensuite, je suis passé sur du management. Sur WM, j'ai vu que sur WM, ça allait être limité. Je suis passé sur du WM. Ensuite, je suis passé sur du TM. J'ai commencé à me former sur du TM et ainsi de suite. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense qu'un expert, un consultant freelance et un expert en général, il doit être curieux de tout. Se présenter comme un expert, mais être capable, en fait, de parler avec tout le monde sur différents sujets. Donc, pour faire ça, il faut que tu sortes de ta zone de confort. C'est très important. Ouais, sauf que tu évoques le mot sortir de sa zone de confort. Mais beaucoup de consultants ne sont pas prêts à sortir de leur zone de confort. Je fais passer aussi régulièrement des entretiens, hein, comme toi, avec des profils. Mm. Et c'est pas forcément ce qui ressort en premier, c'est de se dire, j'ai envie de me mettre en danger. J'ai envie, par cette mise en danger, bah, faut que, bah, tu l'as dit, il faut apprendre, faut bah, s'astreindre comme un sportif tous les jours. Bah, si tu veux gagner la médaille d'or, bon, si on l'applique à SAP, c'est de te dire, bah, tous les jours, j'ai un programme pour dire, bah, tiens, aujourd'hui sur le cloud, j'ai 200 scope items sur la logistique. Est-ce que je sais les dérouler et animer un atelier demain avec un client pour faire cette conversion digitale? Je ne Ouais. parle plus transactionnel, je parle applicatif et je me sens complètement à l'aise pour animer un atelier, de faire du gap analysis à la volée
et d'appliquer la méthode Activate pour dire au client, non mais vous avez là, tout est sous Secure, là je maîtrise. Après, ce qui... Bon, là où... Bon, pour te parler franchement, Michael, toi, je pense que tu es une locomotive par rapport à ce que tu fais sur SAP et je ne suis pas sûr que tous les consultants peuvent faire ce que tu es capable de faire. D'accord? C'est-à-dire travailler 2 heures par jour sur un truc, je ne pense pas. Et je pense que euh, moi, je pense que la formation, ça doit être un marathon sur plusieurs années et pas une course. Alors, je parle pas des juniors qui commencent, qui doivent cravacher. Moi, je travaillais 16 heures par jour, tous les jours, y compris samedi, dimanche, j'étais à mes débuts. D'accord? Mais quelqu'un qui est consultant freelance, il doit travailler sur de l'efficacité. C'est quelqu'un qui a une vie de famille, qui a, euh, qui a un certain nombre de contraintes, qui est attiré par une chose quand il travaille. Donc, c'est ce que nous indique notre ami Nabil, hein, c'est la liberté. Ça, c'est quelque chose que j'ai revu très souvent quand j'ai interviewé des consultants freelance ou des gens qui veulent devenir freelance. Ce qu'ils veulent, c'est plus de liberté. Donc, il y a le salaire d'un côté, plus de liberté. Et donc, je pense que ce que n'ont pas les freelances, c'est cette volonté de se former en continu parce qu'ils n'ont pas forcément les réflexes, pas forcément le temps. Et ce qu'il faut leur apprendre, c'est justement que c'est possible de se former, euh, pas autant, peut-être pas autant que Michael, parce que parce que c'est compliqué, c'est vraiment compliqué de faire 2 heures par jour, etc. Mais un tout petit peu, c'est-à-dire vous faites 30 minutes tous les jours, vous vous intéressez sur LinkedIn, vous regardez les posts des différents influenceurs, vous vous connectez. Il vaut mieux faire 30 minutes tout le temps sur une longue période plutôt que de travailler, de cravacher. Et de toute façon, les consultants freelance, la plupart du temps, n'ont pas la possibilité de le faire. Voilà. Alors, je vais te donner des exemples que c'est tout à fait possible. Alors moi, oui, mais moi j'ai toujours envisagé, je suis un marathonien. Moi, je ne suis pas nécessairement quelqu'un d'intelligent à la base. D'avoir des diplômes, n'importe qui peut les avoir, je les ai eus. Ça, c'est pas grave. Je ne déjeune pas le midi. Donc déjà, vous dites, entre midi et 14 heures, vous pouvez très bien faire. Alors même si vous ne faites pas midi 14 heures, bah, votre repas, vous pouvez très bien le faire devant votre ordinateur. Je sais, c'est un peu extrémiste, mais déjà, vous avez 5 heures. Donc là, vous pouvez faire, dire 5 heures. Bah, un marathon, on le prépare. On ne fait pas se dire la veille, allez, je vais faire mes 40 Michael, t'es un marathonien, mais t'es un sprinter marathonien. C'est-à-dire, même en marathon, tu fais du sprint. Il faut, je pense Moi, que. à midi, je déjeune pas non plus, mais je fais mon bricolage et le jardinage à midi. Alors moi, j'ai fait le choix de vivre en appart pour plus avoir le jardinage. Je suis un très bon bricoleur. J'ai rénové 3 appartements. Donc, non, tout est. Après, je dors peu. Je me lève à 6 heures du matin et je fais très tard. Après, c'est vrai que tu as évoqué le freelance et la liberté. Mais moi, chez KPC, j'ai une liberté. Alors, les experts, ils ont cette liberté-là parce qu'en ESN, bah, c'est quand même super important de concentrer l'expertise. Toutes les ESN ne peuvent pas se targuer, alors comme Capgemini, de sortir 750 experts. J'aimerais bien les connaître, ces 750 chez Capgemini. Je ne les connais pas. D'accord. C'est très bien. Donc, j'ai cette liberté. Je pense que dans d'autres ESN, il y a cette liberté. Pour moi, il n'y a pas d'opposition entre le salariat et le freelance. La liberté, ça va être, alors ce qui m'ont remonté, hein, c'est par exemple, c'est la liberté de s'arrêter de travailler, partir 6 mois en Thaïlande et de revenir, par exemple. Est-ce que toi, tu pourrais faire ça? Alors, dans le salariat, on a le droit de Oui, tu as prendre le droit de le un faire, congé. mais avec tes responsabilités, Tu c'est sais, pas évident. s'il m'arrivait quelque chose, c'est toujours important, hein, je le dis, et en tant aussi, pas que consultant, aussi que père, s'il arrivait quoi que ce soit à ma fille, ou si j'avais un problème de santé, la question ne se pose pas. Ma santé est prioritaire, parce que si je ne suis pas en bonne santé, je ne pourrais pas faire mon travail. Alors oui, je suis animé par la passion,
Je fais beaucoup de choses en tant qu'influenceur, mais bah, Wouter est là, il dirait la même chose. Il se lève très tôt, il va répondre aux sollicitations. On le fait bénévolement. Alors, à la fois aussi, cet apprentissage-là, c'est aussi super important. Je dis, que vous soyez freelance ou en salarié, faire de l'influence, ça vous Mais c'est booste. très important, ça, je suis d'accord. Ouais. Moi, tous mes tutos, je les fais moi-même. Je ne pompe pas le travail d'un autre. Alors, je réécris, je mets de l'IA pour faire quelque chose de différent. Bah, tous les tutos que je poste sur le DI, bah, c'est parce que je maîtrise super bien les DI. Si je fais un post sur TM, sur la gestion des freight orders, bah, je le maîtrise parce que je le fais. Je fais un prélèvement dans IWM, bah, je vais faire un tuto là-dessus parce que voilà. Mais donc, Mais faites-le. excuse-moi, est-ce que tu as conscience que tu es une réussite atypique, Michael? Moi, je considère que tout le monde ne peut pas arriver à ce que tu fais. Alors, moi, je rassure les gens. Je pense que tout le monde peut le Wouter, faire. c'est pareil. Hein. Bah, que ce soit moi ou que ce soit Wouter, enfin, on est tous de la même façon. On part tous sur la ligne de départ. Ouais. Et j'ai des gens qui sont bien plus intelligents que moi. Après, c'est pas une question de se dire tu es C'est pas une intelligent. question d'intelligence. Ouais. C'est une question de se dire bah, c'est un programme. N'importe quel sportif. Alors, si vous avez un don, tant mieux. Vous allez aller plus vite. Et tu as dit, c'est un marathon. Donc, si tu t'entraînes tous les jours, bah, tu vas courir un peu plus vite tous les jours. Bah, écoute, Oh, moi je vais te faire une analogie. Moi, je cours, je fais un petit footing tous les jours. Je me lève à 7 heures du matin. Je vais aller faire mon footing. Je fais 30 minutes. Je fais 5 kilomètres. Je vais à vitesse très lent, mais je fais tous les jours 30 minutes pour me maintenir en forme. Je dépasse pas les 30 minutes. Je ne vais jamais très vite. Hein. Je fais battement de cœur jusqu'à 130 à l'heure. Donc, je ne vais pas très loin, je vais pas très vite, je ne vais pas très loin, mais ça me suffit pour me maintenir en forme. C'est un peu ce que je propose aux freelances. Je pense que quand on est débutant, c'est autre chose, parce que là, il faut vraiment cravacher. Pour les freelances qui arrivent, quand ils sont experts en tant que salariés, quand ils veulent basculer en freelance, ce qu'ils veulent, c'est garder un certain équilibre avec leur vie de famille. Ça peut se comprendre. Donc moi, ce que je leur dis, c'est je pense que c'est faisable. Moi, c'est ce que je fais, par exemple. J'essaie de garder ma vie de famille. Donc, ma famille est prioritaire sur tout le reste. Donc, quand je positionne mon planning, bah, je positionne déjà mes jalons pour ma famille. Ensuite, pour ma santé, le sport, le fait de préparer à manger, pour pas manger n'importe quoi, le fait de prendre le temps de dormir. Donc, j'essaie de dormir avant minuit. Donc, ça, je le positionne en priorité. Et après, je positionne les tâches essais. Je ne veux pas dire que quand il y a des coups de bourre, des go live, etc., je fais comme les autres. Hein. Mais sur du long terme, voilà, il faut éviter le burn-out. Oui, je pense qu'il faut avoir un certain équilibre. Après, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de ça. Ça, je suis d'accord. Mais il n'y en a pas beaucoup, je t'assure. Hein. Alors, on a une question qui est intéressante, parce que et je pense que beaucoup de personnes, quand ils se passent freelance, c'est comment calibrer correctement son TJM. Alors, c'est comme tout, hein, pour être ni au-dessus, ni trop bas. Comment calibrer son taux pour être dans le marché. Alors, en général, le plus simple, c'est de poser la question, tout simplement. Alors, il faut savoir que sur le TJM, si tu regardes bien, on a des taux qui sont très très proches. Hein. En fait, alors avant, c'était des taux qui étaient vraiment bas des pâquerettes. Quand je plaçais quand j'avais des salariés consultants, on était descendu jusqu'à 500 euros, qui était assez bas. Mais maintenant, la moyenne, d'après ce que je vois, ça doit être tourné entre 550, 600 jusqu'à 800. Donc c'est assez proche. Alors, par rapport à ça, il y a ma méthode à moi, qui Vas-y. est très extrême, d'accord? Et la méthode des différentes personnes que j'ai vues. Donc, les différentes personnes, comment ils font hein, quand ils sont consultants, ils demandent à d'autres consultants, toi, quel taux tu fais, tu as combien d'années d'expérience, etc. Ils te disent, ils comparent, et puis
ils se positionnent. S'ils voient qu'ils n'ont pas d'autres missions, ben, c'est le marché qui décide, ils se mettent à baisser un peu. Ou alors, des fois, il y a le recruteur. Mm. Moi, j'ai une méthode qui est un peu plus extrême. C'est à partir de la deuxième mission, j'étais placé à 750. Je me suis rendu compte que les consultants passaient leur temps à faire des petites comptes d'apothicaire en disant bah, j'ai mon taux, voilà, le broker, le commercial, il prend une grosse marge, donc c'est pas normal, je vais lui gratter un peu. Là, il va faire ça. Donc, ça m'embêtait un peu, donc j'ai dit écoutez, moi je suis à 750. Si le broker il arrive à avoir 50% de marge sur moi, bah, tant mieux pour lui, c'est qu'il a bien bossé. S'il a que 50% de marge, tant pis pour lui. Mais je ne touche pas à mon taux. Et ça fait 2000, j'ai pris en 2006, ouais, ça fait presque 20 ans que. Non, j'ai commencé en 2007 comme ça. Donc ça fait un peu moins de 20 ans, 18 ans que je fais ça et je suis tranquille. Ouais. Bah, après, Alors après, voilà, mon frère, par exemple, il a un taux plus élevé. Il ne fait pas du tout comme moi. après, je pense que toujours le même principe, tu l'as dit, Uber ou des sites de Airbnb, hein. Si ton bien se loue Ouais. pas, c'est que tu es trop élevé. Donc, si tu prends la tarification intelligente, je dis ça parce que j'ai du Airbnb, bah, si tu mets, et le système va descendre automatiquement jusqu'à ce que tu croches un client. Mais donc, après, même principe, forte demande, bah, tu te refais là-dessus. Donc, je pense qu'il faut pas avoir un fixe, mais avoir un TJM qui correspond à aussi l'état du marché et aussi le besoin du client. Si tu as un client qui vient dans l'urgence, tu sais que tu vas, comme quand tu as, je sais pas, ta chaudière qui lâche en plein hiver, bah, tu vas pas discuter le prix. Tu vas dire, Ouais. il me faut tout de suite. Donc, pareil, moi, voilà, j'ai des super consultants FI, CO, c'est des bêtes. Donc, en gros, leur TJM, il est proche du 1000 et ils Mm. n'ont pas de mal parce que ils connaissent super bien. En plus, ils sont sur S4, ils sont mobiles, ils sont bilingues. Ils se disent, bon, Mm. bah, je peux aller dans les filiales à l'étranger. Ça aussi, ça compte, hein, c'est de se dire, Mm. toujours par rapport à l'engagement familial. Si tu es dans une zone de confort où tu dis je veux pas faire plus de 50 km, je je peux pas en gros faire du 8h 22h 6h 22h, bah, ton TJM il va plutôt descendre en dessous de 600 ouais, même 550 Ouais. hein. Après, c'est une bonne idée, hein. Tu te bases par rapport au marché. Moi, ce que je conseille, c'est de demander aux autres consultants. Alors, Wouters a répondu, il disait que le taux, c'est entre 500 et 750. Alors, moi, j'ai vu pas mal de consultants qui sont autour de 800, 850, ceux qui sont vraiment très pointus. Alors, on demande aux autres consultants quels sont les taux habituels. En général, ils le savent. Et après, on positionne le curseur. On se déplace pas. La mission est intéressante, elle n'est pas intéressante. Et c'est après le marché qui décide, tout simplement. Bah, tu l'as dit après ton petit frère pourrait aussi on l'a évoqué hein, c'est-à-dire tu as le freelance et après tu as le portage salarial. Mm. Donc, qui peut être une option. Donc aussi, bon, après le portage salarial, euh, le point qui est important, c'est de se dire, alors, c'est plus vrai quand tu es junior, c'est que tu n'as pas nécessairement un réseau et nécessairement des clients qui vont faire appel à toi. Quand tu as un niveau d'expertise, les gens te connaissent et c'est plus facile de ramener un client. Est-ce que tu partages ce constat aussi, se dire toujours, bah, le freelance, tu parles de broker, mais donc si tu ne fais pas du direct, tu passes par un broker. Le broker, il se prend entre 10 et 20%. Oui, alors je ne sais pas où tu veux en venir. En fait, quand tu es en portage salarial, en gros, tu travailles un peu comme un freelance, sauf que tu as l'aspect. Oui, mais Pour le moi, tu es client, expert également. ce n'est pas la société de portage qui va t'appeler, te dire, voilà, j'ai un client. C'est toi qui dois Oui, amener c'est le client. toi. Alors, pour moi, le portage, quel est l'intérêt du portage? Quand on commence, alors j'ai fait, pour ceux qui ne savent pas, j'ai travaillé justement à un moment donné, en fait, j'ai travaillé, j'ai eu une société où j'ai embauché des salariés, on était jusqu'à 11 personnes, à peu près 1 million de chiffre d'affaires en 2012. J'ai vu que ce n'était pas fait pour moi, je suis repassé
freelance et j'ai commencé en portage salarial pour changer de structure. Donc, c'est quelque chose que je connais bien, que j'ai fait pendant 1 an, 2 ans. C'est quelque chose que je conseillerais à quelqu'un qui débute sur. C'est-à-dire que quelqu'un qui décide de passer en freelance, il doit se poser la question comment je vais trouver mon client? Parce que j'ai cherché. Donc, Mm. c'est déjà une grosse pression. Donc, si tu lui rajoutes cette pression, si tu rajoutes la pression de l'administratif, de quelque chose, là, tu le sors 2 fois dans sa zone de confort. Donc, moi, ce que je préconise, c'est de le sortir une fois dans sa zone de confort en lui disant il faut que ce soit toi qui cherches les clients. Et puis après, au bout de 2 ans, il va sortir une deuxième fois dans sa zone de confort, s'il le souhaite, et là, passer en société. C'est Mm. pour ça que je préconise de passer en portage salarial au départ. Et Ouais. c'est une structure qui est vachement bien, parce que moi, quand j'ai commencé en 2006, je l'ai découvert, cette structure, et les consultants qui m'ont pris m'ont dit non, non, on n'y va pas, parce que tu n'as pas le droit au chômage avec. Et depuis, ça a changé. Ils Mm. ont mis en place des conventions collectives qui fait que c'est une structure qui est super sécurisante par rapport à ce qui se faisait avant. Ouais. Prenons, on va donner des exemples parce que je pense que c'est toujours là. Je suis consultant en CDI. Je Ouais, suis intéressé par le freelance. Mais ouais, ma problématique, c'est de se dire, ouais, mais les clients, comment je les trouve? Est-ce que je dois passer par un broker? Est-ce que je dois aller sur des sites en particulier? Est-ce que juste être sur LinkedIn en marquant, voilà, je suis freelance, le client va venir vers moi et me dire, j'ai envie de travailler avec toi. Comment je fais? C'est-à-dire que moi, je dis, d'accord. je ne connais Alors, rien à cette partie-là, je ouais. me lance, qu'est-ce que je dois faire en premier? Alors la particularité du consulting sur SAP, c'est que il y a tellement d'argent qui est brassé sur le consulting SAP que finalement, en fait, tu as énormément de sociétés qui font le commercial à ta place. Et c'est quelque chose qui est propre à SAP. C'est-à-dire que si tu es freelance, je sais pas, en photographie ou en design ou en marketing, c'est pas le cas, hein. Tu dois te débrouiller toi-même. Nous, les consultants SAP, on a cette chance et il faut vraiment que les consultants comprennent que c'est une chance. On travaille avec des brokers qui font le travail très difficile de commercial pour démarcher des sociétés pour proposer des missions. Donc, nous, notre tâche est plutôt simplifiée, parce qu'en fait, on doit s'inscrire à des plateformes. Il y en a deux, trois qui sont connues. Bon, avant, on avait Freelance Info, hein, mais qui a disparu. Maintenant, il y a le Freework. Bon, on a la plateforme Malte. On a la plateforme là, de Alexandre Bonin aussi, Ah qui oui, est pas mal. Athena Research, on a Ursap. Voilà. Plus la communauté LinkedIn. À partir de ça, il suffit de se positionner là et de montrer son expertise. Une fois qu'on a ça, de toute façon, on est appelé tout le temps. J'ai pas de souci. Moi, je pense que tous les collègues consultants freelance, c'est à peu près pareil, hein. Je pense que je reçois à peu près 20 appels par semaine. Donc, quand vous recevez un 20 appel appels par UK, semaine. vous savez que c'est un broker. Alors, ça peut être UK, la France, il y en a pas mal en Suisse. J'en ai pas mal qui sont appelés d'Allemagne aussi. Donc, Donc, voilà. pas de problème. C'est-à-dire que Je pense qu'on est vraiment des privilégiés par rapport à ça. C'est-à-dire, monter votre boîte monter une structure freelance dans une autre structure, vous verrez ce que c'est. Et c'est pour ça que quand il y a des consultants freelance qui commencent à dénigrer les commerciaux et les brokers, je leur dis, écoutez, ils font un ouais, boulot non, mais hyper c'est dur, pour ça. quoi. Avec Un Wouter, boulot très compliqué. on a. Après, avec l'expérience, moi, c'est ce qui m'arrive très souvent, hein. Je passe régulièrement en direct. Donc, c'est le cas, par exemple, j'ai un client. Alors, je ne parle pas de mes clients directement, mais pour éviter des problèmes, mais j'ai un client chez qui le directeur SAP était un ancien collègue à moi d'une mission de 2007. Il est devenu directeur SAP en charge du recrutement, etc. Donc voilà, il m'a passé un coup de fil, il m'a dit est-ce que tu viens à la mission et tout, et je suis venu.
Voilà, pareil pour un autre compte. Donc j'étais déjà rentré, je connaissais, puis il me passe un coup de fil et voilà. Donc on a la possibilité, avec quelques années d'expérience, de passer en direct sur certains comptes, pas tous. Oui. Voilà. Non, mais c'est le cas en plus si tu es visible sur LinkedIn. Mm. Moi, je reçois aussi des fois des appels des entreprises en direct. Ils vont dire, oh, on a vu tes posts, on voudrait travailler avec toi, c'est top ce que tu Voilà. fais, et voilà. Ça aide aussi, on les poste, voilà. Oui, oui, ça apporte une très grande visibilité. Plus tu as Le un réseau réseau, étoffé. les postes et tout ça. Voilà. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on réponde à certaines questions? Parce que j'ai vu qu'il y avait Tout à vraiment fait, beaucoup de là. questions. Celle de Bilal, par exemple. Quelle réalité terrain entre niveau d'expertise versus nombre d'années d'expérience? Bah, ça, c'est un peu compliqué à dire parce que moi, je suis d'avis de dire que les expériences se valent pas. Hmm. Et alors C'est ça, vrai. pour le coup, les brokers, ils ont du mal à saisir cette subtilité parce que j'ai vu, euh, en fait, deux fois, j'ai vu par exemple des consultants qui étaient sur IWM, qui avaient 10 ans d'expérience, et quand tu regardes un peu, en fait, ils font pas de paramétrage sur un truc. Donc, donc la question est difficile de répondre parce que ça dépend vraiment de ce que tu as fait et à quel point tu es allé profondément sur la partie expression de besoin, sur la partie compétences métiers, compétences techniques, etc. Ouais. Voilà. Et en fonction de ça, tu peux associer un nombre d'expériences. Moi, ce que je sais par contre, c'est qu'en général, les recruteurs quand il y a moins de 5 ans d'expérience en freelance, ils ne te prennent pas. C'est, euh, et d'ailleurs, quand je fais des accompagnements de consultants, bah, je travaille avec des gens qui ont moins 5 ans d'expérience parce que sinon c'est un peu léger et je sais qu'ils vont avoir du mal à travailler en freelance quoi qu'il arrive s'ils ont passé 5 ans. Je te rejoins sur ce point-là. Encore une fois, une personne qui est. Alors, je ne dénigre pas, absolument pas, quand je vais dire ça, notamment sur de la TMA. Une personne qui a fait 10 ans de TMA sur des comptes installés de grosses entreprises. Des fois, il va être en plus un Z consultant SAP et pas un Ouais, consultant c'est ça. SAP. Ça va être un abappeur qui fait tout le temps la même chose, qui met de la verrue sur de la verrue, mais parce qu'aussi il a un TGM qui lui convient et il ne va pas sortir de sa Mm. zone de confort. Quelqu'un qui, moi j'en parle des fois avec Wouter, si vous avez fait déjà 7-8 projets sur S4, que vous avez fait une implémentation totale, que vous avez animé des ateliers en gap analysis, que vous êtes capable de faire du fit to standard, d'animer des ateliers de fit to standard sur des projets S4, là oui, c'est une vraie expertise, que vous avez implémenté des modules en entier et fait même sur du cloud, dire voilà, je maîtrise le CBC. Encore une fois, le nombre d'années d'expérience versus l'expertise, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on met en parallèle. C'est plutôt, encore une fois, sachez résumer en 5 minutes ce que vous savez faire. Comme quelqu'un qui dit ah, je connais le module MM. Ouais. Ouais. Après, il y a quelque chose, peut-être qu'on peut éclaircir sur un truc, ce qui fait vraiment la différence, c'est la capacité à discuter avec le métier par rapport aux besoins qu'ils expriment. Là, j'ai une petite anecdote, je voulais t'en parler, justement. On a travaillé tous les deux avec Codilog, hein, toi comme salarié, moi j'étais freelance en sous-traitance avec Codilog. Il y a quelques années, j'ai travaillé sur un projet, un gros projet de carve-out avec Samuel Duval, hein, tu connais. Ouais. Donc au départ, j'étais consultant logistique. Je travaillais avec Samuel Duval qui était chef de projet. Samuel est tombé malade. Je l'ai remplacé à la demande du responsable Codilogue comme chef de projet. Et on est tombé lors du carve-out, en fait, bon, Codilogue faisait un mode de traitement qui était assez original, c'était de la data conversion. Je n'avais jamais vu ça avant, c'était très intéressant. Philippe Carléo.
Ouais, ouais, avec Philippe, bah, j'ai travaillé avec Philippe justement pendant, Ah ouais, pendant non, mais le voilà. projet. On a fait des longues nuits avec Philippe Et pour, VGZ, pour et mettre à Vincent. fin le projet. Et, euh, et à un moment donné, il y avait un petit souci au niveau du client, c'était sur le flux de transfert, il y avait un problème sur les schémas d'imputation qui avaient été communiqués. On avait un contact qui disait bah non, ça c'est pas possible, ça ne peut pas passer, etc. Non, il faut tout revoir et tout ça. Donc on a discuté, j'ai vu d'autres personnes, on a parlé, on y a passé pratiquement une semaine à faire des échanges dans tous les sens, etc. Et on a demandé donc à nos responsables, donc il y avait Vincent qui travaillait un peu pour présenter la data conversion. Il m'a dit, bon, c'est n'importe quoi, bon, organise-moi une réunion. Donc, à l'époque, c'était Jean-Marc, le consultant, qui est venu me remplacer sur la partie logistique, qui a organisé la réunion. Moi, je n'y étais pas sur cette réunion. Ça a duré une demi-heure. En gros, au bout d'une demi-heure, ils sont sortis. Ben, Vincent, il est parti parce qu'il était pressé. Il n'avait pas le temps de truc. Et Jean-Marc, il est revenu, il me dit ah, c'est réglé. Je me dis oui, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il a foutu deux, trois baffes à deux, trois personnes, il a expliqué aux responsables et le sujet était réglé. Donc, un sujet, en fait, qui a duré une semaine, il l'a réglé en une réunion d'une demi-heure. Donc, tu vois, ça, c'est l'expertise. Donc, ça, quand j'ai vu ça, je me suis dit un jour, j'essaierai de faire comme lui. Je suis toujours pas arrivé, mais bon. Ouais, mais moi aussi, hein, Alors, quand on vise il paraît que quand on essaie de viser la Lune, on arrive à peu près au cime, donc c'est déjà bien. ouais, alors, moi j'ai eu la même expérience avec Vincent, mais alors il y a 25 ans maintenant, quand Ouais, j'ai commencé ma première mission, j'ai voulu faire de la BAP. Euh, Vincent, c'était un module de fonction, donc je ne savais pas comment créer un module de fonction, et il m'a ouais, dit, tu ne partiras pas tant que le module de fonction ne fonctionnera pas. Je l'ai pris au pied de la lettre. Je suis resté chez le client jusqu'à 3 heures du matin. ouais, d'accord. Et il m'a dit, ne le refais plus parce que, en tant qu'employeur, c'était comme s'il m'avait donné un ordre. Mais moi, voilà, moi, Ouais. un client m'appelle aussi le truffier parce que je lâche jamais et je finis toujours par trouver la truffe. Ça aussi, tu l'as très bien dit, hein, l'expertise, ça va être capable de dire à un client, vous faites fausse route. Et je vous explique pourquoi. Après, des fois, avec un client, mais pas de souci, hein, vous me faites un gros chèque, je fais ce que vous voulez. Ça va vous coûter 2 bras, ça va être un spécifique, vous aurez besoin de la maintenance derrière, mais ça sera exactement. Je ne vous conseille pas ça, mais après, encore une fois, le client, c'est lui qui paye à la fin. Si même après, si Vincent avait collé des baffes et a expliqué le processus, mais qu'à la fin, le DAF, il dit, mais de toute façon, je ne suis pas d'accord avec toi et c'est comme ça que ça doit marcher, bah Oui, oui, mais en général, il a su, bah, en tout cas, il sait être convaincant, quoi. Voilà, oui, mais c'est vraiment ce qui fait la différence. Et si tu regardes sur les freelances, finalement, cette différence-là, alors là, c'est un exemple sur le métier, mais on a la même chose sur la technique, hein, c'est-à-dire un custo qui peut être fait on arrive à faire en une demi-journée et que d'autres consultants ont passé 2 jours. La différence entre ça, donc Wouters l'a indiqué, hein, c'est entre 500 et 750, on va dire 500, 800. Il y a 300 euros d'écart entre ces. Vous voyez, c'est pas énorme. C'est pas énorme, en fait. ouais. Alors, la question qui revient souvent, hein, c'est voilà aussi, on l'a évoqué, hein, je suis junior. Je trouve Ouais. qu'il n'y a aucune ASN qui me dit non, pas suffisamment d'expérience, reviens dans 2 ans. Mais entre aujourd'hui et ces 2 ans-là, est-ce que un junior, euh, tu l'as dit, par le portage salarial qui peut être pas mal, est-ce qu'il y a vraiment, et après tu l'as dit, c'est un peu antinomique parce que tu as aussi des brokers qui te disent ah, mais tu n'as pas 5 ans d'expérience. Donc le broker, il va te dire non, et le SN, elle va te dire non. Comment tu fais quand tu as moins de 5 ans d'expérience et que tu veux percer? C'est un junior, alors ça dépend, c'est un junior qui vient de quel profil? En général, alors on a deux types de population. On a le junior qui sort de l'école, Mhm. d'accord? On a le junior qui a déjà eu une expérience métier avant, d'accord? Le junior qui sort de l'école, moi ce que je vous conseille, c'est de se former pour intégrer une ESN.
et d'insister pour entrer dans une USN. S'il n'y arrive pas, il va essayer d'intégrer une société utilisatrice. Donc, il faut savoir que les sociétés utilisatrices, en province, alors à Paris, c'est un peu plus compliqué, mais en province, ils ont énormément de mal à recruter. Donc, s'ils sont disposés à se déplacer, ils peuvent travailler dessus. Sinon, ils peuvent travailler comme utilisateurs, c'est une autre option. Ils peuvent commencer en utilisateur, par exemple un gestionnaire de stock dans une société qui fait du SAP, intégrer un projet. Donc là, par exemple, ils peuvent travailler sur un gestionnaire de stock sur ECC, en sachant qu'il y a un projet d'intégration S4. Ils travaillent en tant que KU et après, ils peuvent basculer en tant que consultant. Ouais. Ça, c'est totalement faisable. L'autre option, et je l'ai fait, c'est ce qui ressemble le plus au freelance, hein, c'est l'intérim. C'est-à-dire que vous ciblez toutes les missions avec du SAP. Tu l'as dit, en intérim, on a besoin de En gestionnaire de stock. intérim, oui, aussi. On cherche des planificateurs, on cherche des assistants achats, on cherche des personnes en magasin. Bah, vous vous enchaînez, si vous faites 3 mois en assistant achat, bah, vous allez faire soit de l'ECC, plutôt de l'ECC, je pense, parce que toutes les entreprises ne sont pas sur S4. Mais vous allez découvrir tous les principes de base sur les achats. Vous allez après faire une mission planificateur, bah vous allez apprendre toutes les transactions CM21, la CO01, la CM25, la MD04. Vous allez tout savoir sur la planification. L'intérim, c'est court. Donc, c'est-à-dire que vous capitalisez sur cette période-là, vous faites des tutos et vous mettez de l'expérience. Plutôt que de rester chez vous, bah, pratiquez en intérim. Rien ne vous empêche de postuler tout le temps, vous envoyez des CV et à un moment ou un autre, bah, il y a une ESN qui va vous repérer. C'est-à-dire que ne restez pas sans rien faire. C'est-à-dire que en province, tu l'as dit, c'est nettement plus dynamique. Province, ça va être plutôt des rôles utilisateurs. Région parisienne ou les grandes métropoles, hein, que ce soit Lyon, que ce soit Toulouse, Lille, vous avez des opportunités. Vous allez à Toulouse, il y a nécessairement des postes dans l'aéronautique. Vous allez dans certaines villes, j'allais dire, où on a des grosses pénuries. Je sais que par exemple, le MBDA, le lanceur de missiles, est sur SAP. Bah, ils ont énormément de mal à recruter en région. Laboratoire Epsen, dans des villes comme Tours, pareil, même principe. J'en parle régulièrement avec Alexandre Bonin. En province, vous avez plein d'entreprises qui ne trouvent pas. Alors certes, il faut être mobile. Moi, j'ai fait un remplacement en Alsace sur un poste de TMA. C'était un TMA en N2, en fait. Moi, ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses. C'était intéressant parce que j'ai pu. Mais parce que en fait, ils n'arrivaient pas à recruter. Ils ont mis 1 an avant de recruter quelqu'un. Donc, j'étais là pour dépanner. Hein. Je finissais le projet. Et ils m'ont dit, ce serait bien que tu restes un peu plus le temps qu'on trouve quelqu'un. Donc, bon, bah, c'était mon client, donc j'ai accepté. Hein, et normalement, ce qui devait être que quelques mois, le temps qu'ils embauchent, ça a duré pratiquement 1 an. Et finalement, celui qui a réussi à trouver, c'est quelqu'un que je connaissais d'une précédente boîte, qui est en fait un développeur et qui connaissait un tout petit peu IWM parce qu'il avait travaillé dessus, mais qui finalement n'avait pas une superbe expérience sur le truc et il a sauté sur l'occasion. Ouais. Donc c'est vraiment des opportunités. Mais voilà, faut la provoquer l'opportunité. Encore une fois, je vais vous donner une autre anecdote. Mon cousin a fait une école d'ingé. J'ai 2 masters. Moi, j'ai accepté de dire, voilà, tu l'as indiqué, comme un TGM, de dire, bah, j'ai peut-être des diplômes, mais aujourd'hui, à chaque fois, c'est non, 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 sur des CV. Je suis allé dans toutes les boîtes d'intérim et ils m'ont dit, ah ouais, mais là, vous avez trop de diplômes. Mais j'ai dit, si, il n'y a que ça comme problème, on retire les diplômes. Et ils m'ont dit, ah, mais c'est au SMIC. Et j'ai dit, c'est pas un problème. Donc, j'ai accepté ce qu'on me donnait. Et après, bah, c'est comme tout, hein. Plus vous allez monter en compétences, il faut arrêter de dire que c'est galère. Le marché de l'emploi, il n'était pas plus simple hier qu'aujourd'hui. Si vous ne provoquez pas l'opportunité, vous n'aurez rien. En plus, c'est fluctuant, hein. C'est-à-dire, moi, j'ai connu des périodes. En fait, il y a beaucoup de. Le marché de l'emploi, il faut savoir une chose, hein, C'est aussi long. pour Et tout le oui, monde, c'est très cyclique, en fait. Hein. Il y a des périodes de crise et des périodes de remontée. C'est-à-dire, on a des. Alors, quand on se retrouve en période de crise, hein, j'en ai connu une, je crois que ça devait être en 2004, 2003, 2004. Il y en avait une en 2009, par exemple, où ils avaient viré tout le monde. Là, il y avait la crise des subprimes. Il y avait eu le Covid.
Donc, c'est des périodes où c'est vraiment compliqué. Mais il faut savoir en fait que les choses sont assez cycliques et le marché de SAP dans l'ensemble est plutôt en progression. Le problème, c'est vraiment euh, la spécialisation à avoir, le bon positionnement. Et voilà. Ouais. Donc c'est pour ça, encore une fois, moi je pars du principe que c'est jamais une galère. C'est-à-dire que si on commence déjà avec un état d'esprit où de se dire ça va être compliqué, voilà, mais tu l'as dit, on est sur un marathon. Donc si tu veux, voilà, donc essayez toutes les offres. Il y a les sites Indeed, vous avez les ESN, vous avez les clients finaux en région. Il y a nécessairement une place qui est libre quelque part. Donc après, oui, le point, le facteur, c'est la mobilité. Vous pouvez très bien aussi avoir la Suisse, vous avez la Belgique, vous avez le Luxembourg, vous avez l'Allemagne, vous avez l'Espagne. Alors oui, après, se dire, bah non, mais moi, ma zone, c'est 50 km autour de chez moi. Là, oui, là, ça va être galère. Mm. Mais si vous êtes Alors, mobile et flexible, ouais. vous boostez votre employabilité, hein. Mm. Alors, en fait, pour t'en parler, là, pour dresser un peu là, pourquoi là, je me suis mis un peu à l'accompagnement des consultants freelance. Alors, je suis plutôt à l'état d'artisanat, c'est-à-dire que je travaille avec très peu de consultants. J'ai dressé un petit constat en fait, hein, c'est au niveau des freelances, c'est qu'ils sont ils ont très peu conscience de l'importance de la formation. Pourtant, il y a énormément de structures de formation. Bon, on a ton association où il y a énormément de choses. On a les Emacs Academy, j'ai vu le S-Pro Club, le K-User Training, j'ai vu, il y a une offre Hubble, Data je pense, Science aussi. Hubble Enfin, Pharmacie, il y Data a Science. Hubble aussi de Michael Perrin. Donc, c'est pas ce qui manque. Par contre, j'ai remarqué aussi que une formation pure en e-learning, euh, c'est très compliqué. Moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé en e-learning, j'ai pas forcément besoin de supervision pour travailler en e-learning, mais les statistiques indiquent qu'on a à peu près 10 à 30% de complexion de réalisation de la formation sur une formation e-learning. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 10%, ça signifie que sur 10 personnes à qui on va donner une formation e-learning sur l'IA, vous allez avoir l'IA par exemple, vous allez avoir une personne qui va la suivre. Et ajouter à ça, la plupart du temps, quand les gens vont en formation, bien souvent, en fait, ils font une formation qui ne correspond pas à ce qu'ils cherchent. Par exemple, j'ai eu un appel d'une personne, là, je l'ai eu, c'est un collègue à moi qui m'a dit, bah, Ahmed, il faut que je me forme sur IWM. Je lui ai dit, bah, tu bosses sur quoi là en ce moment? Il me dit, bah, là, je suis sur, on est en train de faire une montée sur S4. Là, on est en train de basculer sur S4 et on fait un projet, on fait le projet de migration. Je lui dis, écoute, il finit quand ton projet? Bah, l'année prochaine. Je lui dis, si tu te mets sur IWM maintenant et que tu ne l'utilises pas, ça ne sert à rien. Est-ce que tu connais bien S4? Est-ce que tu travailles sur les tuiles? Ah non, bah, priorise ça. Travaille d'abord sur. Essaie de monter en compétence sur les trucs sur lesquels tu es en train de travailler avant de commencer à faire autre chose. Donc, ça, c'est le premier truc. Voilà. Et donc, moi, ce que je suis en train de mettre en place, en fait, je considère que les consultants, quand ils veulent devenir freelance, même quand ils sont juniors et qu'ils veulent passer sur SAP, il y a à peu près, on va dire, 80% qui correspond au travail qu'ils vont faire, au talent qu'ils ont et à la quantité de travail qu'ils font. Et ensuite, on va avoir 20% qui va correspondre à la situation du marché et aux gens qu'ils vont rencontrer. D'accord. Donc moi, mon boulot, c'est premièrement d'essayer d'éveiller les consciences, d'essayer de faire comprendre aux consultants que c'est important de se former. Ensuite, bah, je fais énormément d'interviews. Dans 90% des cas, justement, je les réoriente vers ta structure. Je leur dis, bah voilà, la personne elle vient de commencer. Bah, écoute, vois Michael, il a une association qui est très intéressante pour t'auto-former.
Je les oriente aussi sur les structures comme le SPRO Club. J'ai vu ton post qui est très Ouais, ouais. intéressant. Et Voilà. J'essaie de les orienter. Dans 10% des cas, quand je vois qu'il y a vraiment un feeling qui passe, que j'arrive à travailler avec cette personne, que je peux travailler avec cette personne et vraiment lui apporter quelque chose que d'autres ne pourraient pas lui apporter, je lui propose quelque chose, je propose un accompagnement sur 6 mois pour essayer de travailler avec lui. Mais là, le premier objectif, ce que j'essaie de faire là depuis juin, c'est vraiment d'éveiller les consciences et de faire comprendre aux consultants que c'est vraiment important de se former. Voilà. Je vais continuer un peu parce que c'est intéressant, même si tu as encore un petit peu de temps, pour essayer à la fois de répondre à toutes les questions. Et tu l'as évoqué, le point important, c'est de se former. Mais tout le monde n'est pas câblé de la même façon pour percevoir la formation. Exactement, oui. C'est comme aller à l'école. Tu vas avoir des gens qui vont être captifs. C'est-à-dire qu'ils vont être en éveil, ils vont écouter ce que fait le prof et ils vont être capables de reproduire chez eux, en autonomie. D'autres ne le peuvent pas. C'est un peu le même principe que quand tu vas à la fac, la versus un BTS. Tu as des gens qui ont dit « Ah non, non, mais moi, après le bac, j'ai besoin d'avoir une structure qui m'encadre, d'avoir quelqu'un qui est tout le temps à côté de moi. » L'association, elle accompagne, elle ne forme pas, elle donne des outils. Moi, je fais des Q&A tous les mercredis pour répondre à toutes les questions. Je fais lundi des présentations de chaque scope item. Je mets à disposition toutes mes docs que j'ai depuis 20 ans, tous mes tutos. Et un environnement cloud public que tout le monde peut avoir accès. Pareil, vous avez des versions trial qui sont accessibles pour tout le monde. À partir de là, c'est qu'il faut avoir un degré d'autonomie important. Parce que d'un autre côté, on ne peut pas dire à un utilisateur, et ça serait mentir, te dire « Non, mais avec une formation, tu vas avoir un job à la clé. » C'est faux, c'est archi faux. Tout le monde qui vous promet ça, c'est impossible. Une formation, pour être un bon consultant, avoir le niveau, c'est entre 6 et 12 mois. Moi, je dis sur 35 heures par semaine. Alors, c'est-à-dire que tu pratiques 35 heures. J'aime bien mettre les choses, la barre très haute. Une personne qui va pratiquer pendant 35 heures par semaine sur 6 mois, elle va avoir un bon background. Mais il faut qu'elle se mette cette discipline-là. C'est un marathon. Après, SAP, moi, j'ai une personne qui m'a contacté récemment. Il m'a dit « Ah, maintenant, mais l'association, ça ne me convient pas parce que, en gros, un client m'a payé pour que je fasse mon implémentation sur FICO. » Je dis « Mais attends, Coco, en 3 mois, tu penses que tu vas faire une implémentation FICO et le client t'a payé et tu es en freelance là ?» Il m'a dit « Bah oui. » Donc, faites extrêmement attention. Si SAP était aussi facile que ça sur un module comme aussi FICO, ça serait, on n'aurait pas besoin de consultants. Il y a quand même un besoin On ne d'expertise. serait pas payé ce qu'on est payé, je pense. Voilà. Donc, pareil, là, très bon point, avec plus de 10 ans d'expérience métier en tant qu'utilisateur SAP et voulant basculer consultant, dois-je être considéré comme junior ou senior? La réponse est junior. Pareil, expérience métier, tu peux très bien être approvisionneur ou, je ne sais pas, être gestion de stock, tu l'as dit. Donc, c'est-à-dire que tu te limites à peut-être 20 transactions maximum dans SAP. Tu n'as jamais vu la configuration, tu ne sais pas mener des ateliers d'implémentation. Tu es face à des gens qui sortent de l'école. Alors, certes, tu vas aller plus vite parce que tu as une expérience métier qui est fondamentale. Mais moi, si demain, tu m'envoies ton CV, je ne peux pas te mettre senior. Tu seras nécessairement junior. Et là, je me parle en tant que… Après, ça dépend comment tu le positionnes et ce qu'il a fait exactement en tant qu'expérience. Si par exemple, il a travaillé sur un projet, d'accord, où il a côtoyé des consultants et il a suivi tout le cursus, tout le cycle de vie du projet, qu'il a travaillé comme expert métier, mais qu'il n'a pas été consultant, tu peux le considérer comme un consultant à MOA qui peut se présenter. C'est-à-dire ce type de personne qui a plus de 5 ans d'expérience avec une vraie expertise métier, avec une compétence projet, moi, en général, je peux les accompagner pour qu'ils passent en freelance. Ils ne vont pas passer expert, mais on a possibilité de leur trouver des missions. Ouais, mais le point important, tu l'as dit, c'est des personnes qui ont été détachées dans un projet, qui ont fait toutes les périodes qui ont tout recetté. C'est-à-dire que là, oui, il y a une vraie valeur. Mais si tu n'as pas participé à un projet, honnêtement, et pareil, ton expérience métier, oui, elle est importante, mais tu n'auras vu qu'une partie du module. Oui, tout à fait. Tout à fait. Quelqu'un qui n'a pas de contact avec justement la partie projet, partie consultant SAP, c'est très compliqué. Et ça ne s'apprend pas du jour au lendemain.
Vous pensez qu'on peut être spécialisé dans un module SDMM ou que entre les deux? Alors, bah, moi, je fais les deux. Enfin, après, on peut être Alors, spécialisé sur les deux. j'ai bon, j'ai un conseil que je peux donner par rapport à SAP. Donc, pour moi, il y a les modules de base. En fait, c'est vraiment le socle des SAP. C'est sur ça qu'a commencé SAP. Donc, c'est FI, CO, MM, SD. C'est vraiment les modules de base. Ce que je vous conseille, c'est d'en connaître au moins un parmi les quatre. D'accord? En général, quand vous en connaissez un, vous connaissez aussi un petit peu un autre. Ouais, Voilà. Mais fonctionner par doublette. ça fonctionne souvent par doublette. Mais l'important, en fait, c'est d'en connaître un, soit MM, soit SD, etc. Mais de le connaître bien de façon à pouvoir discuter avec le métier. C'est-à-dire sur MM, vous arrivez à discuter avec un approvisionneur ou un acheteur, voilà, ou alors un gestionnaire de stock, sur SD avec le transport, etc. Donc, c'est ces quatre modules. Après, ce que je vous conseille pour vous spécialiser, c'est de trouver en complément à un de ces quatre modules, un module de niche qui va être moins fréquent, où vous allez avoir moins de missions, mais sur lequel vous allez pouvoir vous positionner. Par exemple, MMPP, c'est quelque chose qui marche assez bien. C'est quelque chose Ou qui PPCO. marche. PPCO. PPCO, par exemple, c'est très bien parce que bon, voilà, Là, c'est top. c'est Tu vois, un PP pas mal collecteur de coûts, donc ouais. on a un truc. Ça peut être MMIWM, par exemple. Donc voilà, ce qui est important, c'est le module de base pour commencer. Et puis après, essayez de trouver un autre module pour vous spécialiser, ce qui vous permettra de faire la différence avec les autres consultants. Bah, après, typiquement, alors, l'idéal, encore une fois, hein, si on donnait l'idéal, c'est aussi quand vous êtes un logisticien, n'ayez pas peur de la finance. Et pareil pour les financiers, n'ayez pas peur de la logistique. Moi, quand je déroule des processus, alors j'espère pas être le seul dans ce cas-là, je connais très bien l'intégration sur FICO. Donc, je suis capable de faire un flux de bout en bout et de connaître l'intégration jusqu'au paiement, le fonctionnement avec Kiriba. Et ça, c'est aussi une vraie spécialisation. C'est-à-dire qu'une personne se dit ah ben moi, à partir du moment où j'ai fait ma réception, moi, le contrôle facture, tout ça, après ce qui se passe, je ne sais pas. Euh, si vous avez en plus cette petite appétence, c'est-à-dire que vous pouvez après chasser sur des postes où on ne vous demandera pas une super expertise en finance ou en controlling, mais si vous avez les prérequis, bah, ça vous permet toujours d'aller à la pêche. Je ne vous demande pas de connaître 5 ou 10 modules. Moi, j'en connais bien 5. Mais après. Personne qui en connaît ça qu'à part toi. Non, non, mais après, voilà, moi, j'aime bien me mettre des challenges. Quand on m'a dit, bah tiens, Ouais. sur un projet, tu veux faire du QM, moi, je dis, bah allons-y. Hein, Alors, QM, justement, j'ai une question sur QM. Bon, par exemple, QM, ça va bien avec PP, ça va bien avec MM. Donc, par exemple, un consultant QM, MM qui a une grosse spécialisation sur QM, je pense que c'est intéressant. S'il a vraiment une expertise métier sur l'approche, la gestion qualité, ouais. et qu'en plus, il fait du MM. Il y a énormément aussi d'intégration avec IWM, c'est-à-dire que par rapport à WM, on avait très peu d'intégration sur IWM. Ben, en fait, maintenant, on fait les DU directement. On a une transaction, on a une transaction utile complètement intégrée à QM dans IWM. Donc, il y a ce qu'on appelle les follow-up actions aussi qui sont très intéressantes à gérer sur IWM. Donc, si on a un petit combo QM IWM, c'est super intéressant. QMMM, c'est pas mal aussi. Ouais, Un alors choix. quand vous êtes Ouais. aussi sur PP, bah, de connaître aussi, alors quand on dit l'intégration, alors l'EDI, moi je fais des posts qui marchent très bien sur les IDOC. Hein, les IDOC, tout le monde se dit, ah ben c'est down, c'est dead. Non, 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 il y a encore plein d'entreprises qui tournent avec les IDOC. Hein, Oui, je te confirme. Ouais. Après, on n'est et pas tous en JSON, XML. Hein. voilà, donc Il y a moi, énormément de. je continue à faire Ah, des projets. Là, je ne vais pas signer le nom de oublié. l'entreprise, je fais Ah, de l'EDI.
Un point important pour les consultants, quelque chose qui va faire, je pense que ça va faire un boom dans les années à venir. Enfin, une compétence qui est vraiment intéressante à acquérir pour un consultant fonctionnel, c'est la connaissance technique, en particulier du debug. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va arriver, SAP est en train de pousser pour arriver sur le cloud et en train de pousser pour aller fit to standard, un maximum, y compris pour les migrations. Et je peux vous dire, pour avoir travaillé sur énormément de grosses boîtes, il y a vraiment des usines à gaz sur les sociétés. Et donc un consultant qui a un bon bagage fonctionnel, mais qui est capable de rentrer dans le code et pouvoir analyser le contenu du code, récupérer de la data, etc., à l'ère de l'IA, en fait, c'est un consultant dont on ne pourra pas se passer. Alors, Donc, si vous connaissez voulez vous 5 modules, spécialiser quelque chose, soyez technico-fonctionnel. Alors voilà. voilà, moi j'ai appris sur le Talabap, hein. Honnêtement, moi je vous fais des rapports en ALV, je fais des Ouais. intégrations en API, je fais de Après, je l'EDI. n'irai pas jusque-là, Michael. Non, je ne vous demande pas de connaître, de faire de la BAP, etc., mais de savoir débugger. Ouais, mais Parce que typiquement, de la BAP, là, c'est le mouton à 5 pattes. non, Hein. honnêtement, Faudrait qu'on te Joule, réponde, Joule est Michael. capable aujourd'hui de générer du code. Ouais, c'est le général du code. Mais Donc, prenons le cas typique, l'exemple. Le LSMW, moi je dis no way, vous ne l'utilisez plus. Dans le Migration Cockpit, vous pouvez faire vos propres BAPI à intégrer. Une BAPI, c'est juste créer un module de fonction que vous encapsulez. Ça, vous faites quelques lignes de code. Et voilà, c'est typiquement le Migration Cockpit, un bon technico-fonctionnel. Pour faire des projets d'intégration et de migration, c'est super important de savoir maîtriser la BAP. alors, maîtriser la BAP, alors il faut connaître la BAP pour cela. Un consultant, si tu passes en freelance, je vous conseille de maîtriser un peu la technique. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on travaille sur les projets, vous avez moins de personnes sur qui vous appuyer. Et j'ai vu en fait énormément de consultants fonctionnels qui avaient un très haut niveau, qui étaient bloqués parce que dès qu'il y avait des problèmes techniques, en particulier sur UWM, les incidents ne sont pas tous documentés, donc à un moment donné, il faut aller en debug. Ça Par sert contre, toujours. donc, quelqu'un qui démarre, déjà dans un premier temps, apprenez à débugger. Il y a une certaine méthodologie à avoir pour débugger, c'est déjà bien, je trouve. Honnêtement, le langage ABAP est super facile. Ouais, c'est simple. Moi, j'ai fait à l'époque le BC 400, mais bien après avoir appris sur le tas. Quand j'ai fait le BC 400, je dis j'ai rien à apprendre. La seule chose, c'est juste savoir bien coder. C'est comme bien savoir faire du ski, pas mettre n'importe quoi, pas de select and select. Vous avez plein de choses maintenant sur la toile pour dire voilà, le nouveau code ABAP, comment faire le truc. Les Indiens, c'est des killers. Ils vous mettent le code et apprenez de cette façon-là. Et au pire, ça va compiler, vous allez avoir un message d'erreur et vous corrigez. Mais je pense que dans le bagage du futur consultant, même la BAP fera toujours, pour l'instant, peut-être dans 5 ans, la BAP n'est pas mort. Hein. Donc, sur les projets de CC vers S4, tu l'as dit, beaucoup de gens sont sur du GUI. Donc, ils ont plein de programmes spécifiques. Donc, il va falloir dire j'analyse le code. OK, je sais qu'il existe en standard ça ou ça. Ou de se dire, je vais voir comment on peut transformer, par exemple, votre programme pour le basculer peut-être demain sur des apps UI. Bon, après, c'est le next step, mais on ne vous demande pas de faire ça. Mais pour moi, sans être un mouton à 5 pattes, un technico-fonctionnel sur le marché freelance, c'est super. Oui, je pense que c'est l'avenir. En tout cas, chez les freelances. Hein. Chez les Ouais. freelances, je vous conseille clairement d'aller là-dedans. Euh, mais il faut que vous soyez vraiment capable de discuter avec le métier et capable de rentrer dans le code. Ça, c'est pas forcément évident, Ouais. mais ça s'apprend. Ce qui sauvera toujours, c'est un client fera appel nécessairement à de la main-d'œuvre locale parce qu'il sait qu'il va être, alors le mot n'est pas galvaudé, il va être agile. C'est-à-dire que plus le consultant va te dire, OK, je sais faire de la MOA, je sais faire de la conduite du changement, je sais parler pendant les ateliers, je sais comprendre un utilisateur, qu'il soit du gestionnaire de stock jusqu'au DG de l'entreprise pour le vulgariser. Comme un Vincent qui va coller des baffes au DG pour lui dire, voilà, votre feed sous standard, moi, je vous accompagne. Et d'avoir tout ça, le client, il se dit, ouais,
parce que sinon, je vais prendre 5 Indiens, je vais devoir faire des specs fonctionnels dans tous les sens, des specs techniques. Bah, certes, mais un consultant local, là, qui sait me faire tout ça, bah, c'est du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Donc, plus vous allez avoir, pour moi, voilà, le consultant, le nouveau consultant, c'est pas juste soit un pisseur de code ou d'aller dans le SPRO et faire du SPRO comme un malade. C'est vraiment pour moi la base, animer un atelier, parler avec le client, comprendre après, de se dire, ah ok, ça dans SAP, je vois très bien comment ça fonctionne. Je comprends la sous-traitance, la consignation, le material ledger. Je suis capable de vulgariser ça et d'expliquer à un client ce que c'est les charges de constater d'avance, les produits constatés d'avance, de connaître les normes IFRS, le GAPP. Ça, c'est super important. Parler langage SAP, parler langage client. Qu'est-ce qu'on a? Alors, comment savoir débugger sans avoir lu en moins ABAP? Slash H. Et après, vous essayez. Non, honnêtement, l'ABAP, je l'ai appris sur le tas. Et je pense que plein de Alors, moi, j'ai fait une petite formation. Je mettrai peut-être une partie en ligne pour truc. Je pense qu'il y a une méthodologie à faire. Il y a certaines méthodologies. Il y a une base à avoir sur le contenu des programmes SAP qui est indispensable. C'est-à-dire, faut savoir ce que c'est. Bon, sur la partie ABAP, hein, ce que c'est qu'un DIN Pro, un Screen Printer, un POI, PBO, PAI, tout ça. Il y a deux, trois petits trucs, petites subtilités à avoir. Et après, c'est une méthodologie également, avec un système. Donc, ce qui est important, en fait, pour un consultant fonctionnel, c'est la méthodologie associée à la résolution de bugs. Donc, on peut avoir une approche par reproduction du bug, une approche par modification. Qu'est-ce qui a changé entre des situations? Si on a un bug maintenant, pourquoi ça a changé entre les deux? Une approche par transport, qu'est-ce qui a été transporté à telle donnée? Une approche en regardant par rapport au NoTSS. Voilà, il y a un certain nombre de réflexes à avoir pour apprendre à débugger. Donc ça, bon, on a l'aspect technique slash H, c'est regarder et connaître un peu le truc. Mais ensuite, on a aussi un peu l'aspect méthodologie. C'est en fait le débugage à table, c'est un peu une espèce de petite enquête qu'on mène et il y a des méthodes pour le faire. Bon, quelqu'un comme toi, Olivia, tu fais instinctivement, mais après, tu peux, tu peux essayer de décortiquer ce que tu fais instinctivement pour le présenter aux gens, je pense. Alors moi, je fonctionne avec les cercles concentriques, hein. C'est-à-dire que j'isole le message et je remonte la pelote de laine jusqu'à voilà, j'isole le message d'erreur et je mets des petits points d'arrêt un petit peu partout. Et après, je regarde les valeurs que prennent mes structures, mes tables internes. Après, alors c'est une science qui est exacte, hein, là-bas, parce que à partir où vous mettez des points d'arrêt, bah soit vous montez le programme ou vous le descendez. Et vous dites, bah tiens, c'est à ce moment-là que la valeur change. Bah, après, vous remontez jusqu'à l'endroit et vous allez souvent tomber sur un spécifique. Ce Mais qui est bien avec toi, c'est que tout est simple. et SAP en soi est simple. Il faut juste avoir un petit peu de méthodologie. Donc, encore une fois, moi, je n'ai pas de don pour ça. J'ai passé énormément de temps à lire des programmes, à en perdre beaucoup de cheveux. Mais voilà, bon, c'est pas le résultat. Michael est un tueur. Tu mettras ça en titre du truc. Michael est un tueur. Non, mais voilà, moi, et j'applique la même chose. C'est-à-dire que, encore une fois, tout à l'heure, on parlait d'accompagnement. Moi, l'accompagnement que je fais, je suis peut-être dur, mais le métier de consultant, il n'est pas simple. C'est-à-dire que si on n'est pas dur avec vous dès le départ, c'est-à-dire qu'on ne vous pousse pas à bout, vous ne serez pas des tueurs sur le marché. Moi, j'ai envie que vous sortiez de votre zone de confort. C'est important lors d'une formation qu'on ne vous mâche pas le boulot parce que demain, c'est votre capacité à aller sur Google, à taper le message, à dire tiens, j'ai ce message d'erreur là. Bah tiens, j'ai 50 blogs, bah, je vais tous les lire et parce que sinon, ce qui va se passer demain, c'est Joule qui va vous remplacer. Donc la meilleure façon, c'est d'être meilleur que Joule. Donc c'est d'avoir votre méthodologie et d'avoir une approche humaine. Ah, super. Moi, je ne suis pas un cyborg. Non, non, je saigne, je dors.
Tu vas tous leur faire peur, moi je te dis. Mais voilà, donc c'est dire, moi, un jour je partirai à la retraite, il faudra me remplacer. Donc, Il faudra te cloner surtout. bah, Non, ouais, mais d'ici là, on fera des progrès. L'IA nous trouvera un moyen de cloner Michael, donc tout va bien. Vous c'est ça. inquiétez Donc, pas. non, il y a de la place pour tout le monde. Moi, c'est pour ça que je partage ma connaissance. Moi, je n'ai pas peur hein, parce que Ouais. tous les jours, je m'entraîne. Donc, et je ne suis pas le seul. Donc, et pour finir, c'est n'ayez pas peur, postulez à tout ce qui existe, intérim, regardez les influenceurs, postulez à des entreprises en province, demandez, taguer par exemple Ahmed ou moi-même sur ça parce qu'on peut reposter et Ouais. demain un employeur peut tomber sur votre recherche. Ça sert à ça un réseau. C'est ne soyez pas dans votre coin, ouvrez-vous et ça marchera. Faut Ouais, avoir un esprit ouvert. je vois qu'il y a énormément de questions. On ne peut pas répondre à tout. Moi, ce que je vous propose, J'y répondrai. envoyez-moi. On y Alors, répondra. moi, personnellement, moi, je réponds sans problème aux messages privés. Je sais que moi, je reçois énormément de demandes, de mails. Je sais que je ne vais pas travailler avec 99% des mails, des personnes qui m'envoient des mails, mais il n'y a pas de problème. Je vous redirige. Je vous redirige sans problème. Je vous dirai qui contacter, ou alors je vous donnerai des conseils en allant plutôt par là, plutôt par là. Vous indiquer si vous faites fausse route. Donc n'hésitez pas. Ouais. N'hésitez pas à nous contacter. Je pense que c'est pareil pour toi, hein, Michael. Moi, je réponds à toutes les questions dans le Voilà. feed. Toutes les personnes, pareil, qui ont besoin d'avoir de la visibilité, vous le mettez. Moi, je peux partager votre profil. Vous avez aussi Wouter qui s'est joint et Wouter, lui aussi, il peut republier. Donc, comme je l'indiquais, hein, avec quelques influenceurs, vous pouvez toucher plus d'1 million de personnes. Mm. C'est pas anodin. Je te remercie beaucoup. On va répondre à toutes vos questions et j'espère que Ok. ça t'a C'est un plu. plaisir. Ah non, non, c'était très sympa. Très sympa. Et Et puis, on a bossé au même endroit, on se connaît pas trop, on se connaissait pas, mais ça fait vraiment plaisir. J'aurais bien aimé bosser sur un projet avec toi, ça aurait été fun. ouais, tout est possible. Hein. Sport, mais fun. J'en parlais avec Wouter et je me dis, ouais, ça serait top de faire un projet ensemble. Mais je dis, voilà, À l'occasion. la vie n'est pas terminée. Je ne suis pas encore en retraite. Donc, si un client veut nous avoir tous les deux, il n'y a pas de souci. Hein. Pourquoi pas. Voilà. Ok. Avec Euh, plaisir en tout cas. Merci à toi. Merci à toi. Et pour toutes les personnes qui souhaitent venir comme Ahmed, vous êtes les bienvenus. Il y a un Calendly qui est ouvert sur le site web. C'est un espace, que vous soyez expert, que vous soyez junior. Ça vous permet aussi d'avoir de la visibilité, notamment aussi qui sont en recherche, d'expliquer votre parcours. Voilà. Ok. Bah, continue comme ça en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Allez, À au très revoir. bientôt.